Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Objectif Gare ce soir. Alors, vous venez de terminer le meeting à la rencontre des militants gardois de la Fédération Les Républicains. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire? Bon, d'abord, moi j'ai du plaisir à aller les retrouver. En ce moment, je fais une campagne comme aimait le faire Jacques Chirac, c'est-à-dire je vais partout. Nîmes, c'est sans doute une des villes où je suis le plus allé. C'est un endroit que j'adore. J'aime les adhérents ici parce qu'ils ont de la fougue, ils ont du caractère. J'adore cette ville de Nîmes parce que je trouve qu'elle est belle, qu'elle s'est embellie. Je trouve que c'est une belle image de ce qu'est la France. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait mon meeting et juste avant mon meeting, parce que j'aime bien courir, j'ai fait une course à pied de quasiment 1h30. Ah, très bien. Un peu partout dans Nîmes. Ça vous a permis d'arpenter les ruelles nîmoises. Ils m'ont fait monter jusqu'à la Tour Magne. Ah oui, très bien. Descendre, Ah oui. le boulevard Jaurès, tout le tour, mais que je connais par cœur, hein, les arènes, tout ce qui est magnifique, la maison carrée, bien sûr, enfin voilà, tout ça c'est superbe, c'est Nîmes, c'est notre patrimoine. Exactement. Et donc j'ai adoré sillonner, et c'était drôle d'ailleurs Vous parce avez que couru les gens, sur l'histoire en plus. les avec gens tout dans ce la rue étaient dit, patrimoine. c'est Wauquiez ou c'est pas Wauquiez? Donc c'était très sympa, vraiment un accueil très Bon, chaleureux. vous êtes venu aussi bien évidemment à la rencontre des militants dans le cadre de cette réunion publique parce qu'il y a une élection interne chez les Républicains face à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Mais ce soir, dans votre discours que j'ai écouté, j'y ai entendu quand même peut-être un candidat à la présidentielle plus qu'un candidat à une élection interne du Parti des Républicains. Non, parce que là, ce qu'on choisit, c'est qui aura le temps de s'occuper de notre famille politique. Moi, ce que je propose, c'est pas un duel, c'est un duo. Je propose qu'on travaille ensemble. Je pense que Bruno Retailleau, comme ministre de l'Intérieur, a un gros travail. C'est pas un temps partiel, hein, parce que l'immigration, l'insécurité sont hors de contrôle dans notre pays. Et j'ai pas oublié à Nîmes le drame du petit Fayed. Donc, on sait à quel point c'est dur. Donc il faut qu'il soit engagé à temps plein sur ce travail. Mais est-ce qu'il peut y arriver quand on voit la reprise de dialogue entre le président Emmanuel Macron et le président algérien? On a l'impression que de plus en plus le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, compose finalement dans ce gouvernement. Bah moi, ma conviction, c'est que dans le gouvernement de François Bayrou... Est-ce qu'il ne mange pas trop de couleuvres, Bruno Retailleau? Le problème, c'est que dans le gouvernement de François Bayrou, c'est très difficile d'avoir des résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il faut qu'on les aide, qu'il faut leur apporter notre support, qu'il faut aider nos ministres républicains qui y sont à réussir. Mais que pour autant, moi je suis très lucide, je ne veux pas que la parole de ma famille politique, elle dépende de François Bayrou. Moi je dois rien à François Bayrou, j'ai fait le choix de rester libre, je dois rien à Emmanuel Macron. Et donc par exemple, quand Emmanuel Macron capitule sur l'Algérie, bah, je ne vais pas faire semblant de penser qu'ils ont obtenu quelque chose. Non, ils ont juste capitulé. Ils ont juste renoncé sans même combattre. Oui, parce qu'il n'y a pas de réponse sur les OQTF, il n'y a pas de réponse sur l'emprisonnement de Boualem Sansal. Il n'y a rien. C'est-à-dire que je pose une question simple. Ils nous disent maintenant ça va être à nouveau la grande amitié avec le gouvernement algérien. Est-ce que le gouvernement algérien s'est engagé à reprendre ses OQTF? Est-ce qu'il s'est engagé à reprendre les 60 individus ultra dangereux qui sont sur notre sol et qu'il a refusé? Sinon, tout ça, c'est de la comédie, hein. Dans votre discours ce soir, vous avez beaucoup parlé, bien évidemment, du gouvernement de François Bayrou, de la France. J'aurais une ou deux questions là-dessus. Mais sur François Bayrou, vous avez été dur. Est-ce que vous soutenez toujours ce gouvernement? Parce qu'on va rappeler que vous êtes président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Moi, je ne soutiens pas ce gouvernement aveuglément. Et dès le début, je l'ai dit, je ne soutiens pas François Bayrou aveuglément. Et donc, c'est un soutien qui se regarde texte par texte et qui est exigeant. Vous voyez, par exemple, cette semaine, j'ai eu un échange avec lui et en fait, j'ai compris qu'il avait décidé de ne rien faire sur l'interdiction du voile dans le sport. Bah, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, je vais me battre. Et je n'ai pas l'intention de me taire là-dessus parce que c'est une honte. En fait, ils nous ont amusés, ils ont fait semblant de faire une polémique et puis à l'arrivée, il n'y a pas de décision. Donc ça, c'est pas acceptable. Oui, parce que c'est renvoyé finalement aux instances sportives. Oui, et un puis, règlement intérieur des fédérations. Et puis voilà, les clubs derrière, vous les laissez à eux-mêmes. Ça veut dire que c'est les clubs eux-mêmes qui doivent gérer avec plus ou moins de pression. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On fait une règle, c'est la même pour tout le monde. Ensuite, elle est appliquée. Du coup, c'est clair, c'est pas stigmatisant. Tout le monde connaît la règle et on la respecte. L'actualité est riche. Cette semaine, en début de semaine, Marine Le Pen a été condamnée dans le cadre de la détournement de fonds avec des attachés parlementaires européens. Peut-être que votre parole a étonné parce qu'on a eu le sentiment que vous souteniez en tout cas peut-être
tout le discours ambiant du Rassemblement national, de remettre en cause cette décision de justice. Malgré tout, elle a été condamnée. Bien évidemment, elle est présumée innocente puisqu'elle a fait appel de la décision. Mais est-ce que notre justice aujourd'hui est indépendante? Est-ce que vous pouvez l'affirmer ce soir? Moi, j'ai qu'une parole, une analyse, c'est toujours la même. Et vous savez, quand il y avait eu la loi qui a été votée, Sapin 2 sur l'inéligibilité, j'avais voté contre. Donc moi, je n'ai pas changé d'avis. C'est quoi ma position? 1. Si elle a commis un délit, elle doit être sanctionnée. Il n'y a pas de raison, ça vaut pour tout le monde. Je plaide pour une justice qui est ferme. Je peste déjà suffisamment quand j'ai l'impression que les trafiquants de drogue ou les multirécidivistes sont jamais sanctionnés. J'ai un discours, il faut être sanctionné. Le point qui me gêne là, c'est qu'on lui impose une peine d'inéligibilité avec une exécution immédiate, alors qu'elle n'a même pas pu aller en appel. Or, tout justiciable français a le droit d'aller en appel. Mais c'était quand même elle, il y a quelques années, qui plaidait pour une inéligibilité presque illimitée, Et donc, à vie. moi, vous avez raison, je n'ai pas changé d'avis, j'ai toujours le même discours. En revanche, elle a changé d'avis, parce qu'à l'époque, elle plaidait pour l'inéligibilité à vie. À l'époque, elle disait qu'il fallait, quand ça ne la concernait pas, que les exécutions soient immédiates. Bah maintenant, elle a changé de Un discours. peu comme souvent au Rassemblement national. On dit un mot sur vrai. Trump. Rapidement, l'administration américaine à la Maison-Blanche, on a décidé d'installer des des taxes douanières, un peu partout sur les produits. Ici, localement, dans le Gard, on est particulièrement impacté avec la viticulture. Comment l'Europe, comment notre pays, la France, peut se défendre ou en tout cas mettre en place des recours de réciprocité? Alors, d'abord, je connais bien ce dossier parce que je suis souvent venu aux côtés de mes amis qui sont viticulteurs dans tout le secteur et notamment dans le Gard. Et la crise que vous connaissez, elle touche le Gard, elle touche chez moi dans la vallée du Rhône, elle touche sur le secteur du Bordelais. Et là-dessus, il faut être très ferme, il ne faut pas se laisser faire. Parce que ce que sont en train de faire les Allemands, c'est qu'ils ont détourné le tir sur la viticulture française et ils sont très contents que ce soit le vin français qui soit tapé plutôt que l'automobile allemande. Donc nous, il faut qu'on soit très ferme. Il n'y a pas de raison de se laisser faire. Et il faut aussi que ce soit un sursaut pour nous, pour dire, si vous voulez jouer à ça, nous aussi, on va interdire les produits américains. Est-ce qu'on a des moyens d'agir selon vous? Bien sûr, par exemple, il y a des Tesla. N'achetez pas de Tesla. Voilà, n'achetez pas de Tesla parce que c'est des voitures américaines. Et les laissez pas, alors qu'ils sont en train de tuer le vin français, continuez à acheter des produits américains. Ça, c'est la réaction que nous, on peut avoir. Faut pas se laisser faire. Et moi, ce qui ne me va pas, c'est que par le passé, trop souvent, en fait, on a pensé qu'on allait acheter des produits qui étaient d'ailleurs. Non, il faut acheter des produits fabriqués français. Ça, c'est notre meilleur moyen de réagir. Allez, une toute dernière question pour clôturer cette interview. On est obligé de vous parler des municipales à Nîmes et à Alès, deux bastions, les Républicains, et peut-être deux contextes complètement opposés, puisqu'à Alès, Max Roustan vient de laisser son écharpe à son dauphin Christophe Rivinc, qui est depuis maintenant quelques semaines maire d'Alès et qui sera donc probablement candidat sortant l'année prochaine. À Nîmes, il y a une bataille interne chez les Républicains qui semble s'ouvrir entre quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Julien Plantier, qui était l'ex-premier adjoint au maire de Nîmes, et Franck Proust, bien évidemment, le président de Nîmes Métropole. Non, je pense que... Est-ce que vous êtes inquiet? Parce qu'on est quand même dans une ville de plus de 100 000 habitants, 150 000, et c'est l'une des dernières grandes villes des Républicains. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas du tout inquiet. C'est que la droite n'est pas en train de se diviser, elle est en train de clarifier. Voilà. Le patron, c'est Jean-Paul Fournier. Il a fait un choix, et ce choix, c'est de dire celui qui pourra défendre ce que moi j'ai fait pour Nîmes et continuer à protéger la ville, c'est Franck Proust. C'est tout. Et donc pour moi, c'est très clair, et au contraire, ça s'est bien clarifié. Et vous n'avez pas eu le temps, lors de votre visite là, à Nîmes, de rencontrer Julien Plantier, de pouvoir en discuter avec lui pour qu'il puisse effectivement renouer le dialogue avec Franck Proust? Franck. Franck, il fait un boulot extraordinaire. Franck, c'est celui qui, au cours de l'année qui vient de s'écouler, a défendu 1500 emplois. Franck, c'est celui qui, avec Jean-Paul, a fait tout le plan de protection d'inondation sur Nîmes. Franck, c'est quelqu'un qui s'est bien géré. Franck, c'est quelqu'un qui a des réseaux à la fois nationaux et européens et qui donc pourra défendre Nîmes. Donc je n'ai aucun doute dessus. Pour moi, il n'y a pas de division. Il y a un choix qui a été fait. Maintenant, il faut que tout le monde le respecte. Et ceux qui ne le respecteront pas, ils paieront l'addition. Parce qu'il y a un patron, c'est celui qui a aidé Nîmes, qui a développé Nîmes. Ce qu'il a fait à Nîmes, c'est extraordinaire. Enfin, moi, le Nîmes que j'ai connu n'a plus rien à voir avec ce qu'est la beauté aujourd'hui de Nîmes. Donc c'est cet héritage-là qu'il faut défendre, plutôt que d'aller faire des choix qui vont mettre Nîmes dans le fossé. Il y a une droite, elle a fait un choix et elle sera toute unie autour de Franck Proust. Merci Laurent Wauquiez d'avoir été avec nous ce soir sur Objectif Gard. Merci beaucoup. Merci.